Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième volet de Track and Fit, le rendez-vous des passionnés d'athlétisme. Pour ce deuxième opus, nous avons rencontré Valentin Lavilloni et Coralie Gassama sur un stade d'athlétisme lors du meeting ASA Top le 16 avril dernier. C'est donc un format un petit peu particulier pour ce podcast, mais sans plus attendre, je vous laisse l'écouter. À très vite. Alors mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement en compagnie de Valentin Lavilloni, athlète de l'équipe de France, spécialiste du saut à la perche, un athlète Puma et Keyena. Et j'ai également à mes côtés Coralie Gassama, donc fondatrice et présidente, je crois on dit, de l'enseigne Keyena, donc spécialiste pour équiper vos pointes d'athlétisme et protéger donc vos chaussures d'athlète grâce aux semelles de protection. On en reparlera tout à l'heure. On va commencer tout de suite avec Valentin. Valentin, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, nous parler de toi en quelques mots? Que dire? Je suis sur la perche. Je suis jeune. 32 ans, 5m85 sur la perche. J'ai fait les Jeux de Tokyo avec un garçon d'ici d'ailleurs. J'étais dans sa chambre. Ethan Cormon, je ne sais pas si ça vous parle. Oui, tout à fait. Et alors, Ethan, on le connaît bien puisque c'est un local, Ethan Cormon, qui a grandi à Maisons-Alfort et qui a fait ses armes à Maisons-Alfort. Tu as eu en effet l'occasion de le côtoyer et tu le côtoies d'ailleurs encore, il me semble. Oui, tout le temps. Je m'entraîne régulièrement avec. J'ai été partenaire d'entraînement, partenaire de sélection, souvent partenaire de chambre en sélection d'ailleurs. Donc je connais très bien Ethan. On a fait les Jeux ensemble et voilà, en quelques mots, quoi dire de plus. Peut-être dire un petit peu où tu en es actuellement, sportivement parlant. Est-ce que tu es en bonne forme physique? Où en est ta préparation peut-être? Et quelles sont tes échéances à venir? Physiquement, je vais bien depuis quelques jours, donc c'est vraiment d'actualité. J'ai souffert d'une pubalgie, donc j'ai galéré tout l'hiver. Là, ça fait maintenant 4 jours que j'ai pu reprendre la course. Ça fait 3 semaines, même plus, ça fait 1 mois et demi qu'on bosse à fond pour stabiliser tout ça et se soigner. Donc j'ai fait une grosse prépa de renforcement. Là, on attaque la vraie prépa athlétisme, les séances de course, de muscu, les trucs longs qui fatiguent, mais qui font du bien. Quand tu rentres chez toi, tu as mal partout, mais tu te dis ah, cool, vivement demain. Donc là, c'est vraiment la vraie période. J'ai encore 3 semaines sans toucher une perche. Bien 3 semaines sans toucher une perche, peut-être plus. Et après, comme ça, d'ici 1 mois et demi, normalement, ma première grosse compète, ce sera le 4 juin à Nguelo. Et avant cela, forcément, les interclubs comme tout athlète. Hein. Et le 12 mai sera ma rentrée, mais ce sera un peu ma rentrée tranquille à Toulon, à la maison, histoire de retoucher une perche. Bon, parfait, le plan est établi. Tu as parlé d'une partie essentielle dans ton métier, puisque tu es athlète professionnel. D'ailleurs, tu es athlète professionnel depuis combien de temps à peu près? Juste après les championnats du monde à Moscou en 2013. Donc voilà, c'est ma 10e année. D'accord. C'est pas mal, je trouve. Bah oui, ça se célèbre. Pour un petit jeune. Et d'ailleurs, dans ces 10 ans, tu as parlé d'une notion qui est très présente, qu'on rencontre à tout niveau, mais qui du coup a une importance particulière lorsque c'est son métier. C'est la blessure. Donc là, tu sors de blessure. Quel est ton rapport à la blessure chaque année? Là, cette année, la blessure, elle était particulière parce que je me suis blessé. Mais j'ai quand même pu faire la sélection. J'ai quand même fait les championnats d'Europe en salle. Compliqué parce qu'à 100%, je saute que 5,70. Donc là où d'habitude, je suis à l'aise pour les faire. Donc c'était assez compliqué, ça a été dur mentalement. Après, malheureusement, je me suis blessé trop souvent à mon goût. Des fois, j'ai pas eu le choix. Hein. Je tombe à côté du tapis, je me fracture le pied. Une blessure dont tout le monde se rappelle d'ailleurs. Malheureusement. Après, je me suis jamais pété musculairement, donc ça c'est cool. Mais bon, la blessure, faut apprendre à gérer ça. C'est compliqué, mais c'est juste de la patience et d'être bien entouré, de bien travailler. Donc c'est ça tes tips, être patient.
et s'entourer médicalement. Être patient et l'abnégation, c'est important. Moi, je lâche pas, qu'importe l'état physique dans lequel je suis, tant que je peux mettre un pied devant l'autre, je sais que le bout du chemin est pas loin. Donc, tu as eu une période d'athlète professionnel, tu es toujours athlète professionnel. Et quel est, on va dire, l'avant et l'après d'un athlète professionnel? Je le suis encore et je vais tout faire pour encore de longues années. Ce qui change entre avant et après, c'est réellement beaucoup de choses et rien à la fois. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre la notion de plaisir. Si tu perds cette notion-là, que tu sois athlète pro ou athlète amateur, tu as tout perdu. Et ce qui change, c'est que tu te lèves le matin pour faire ça et tu te couches le soir en ayant fait ça ou mettant toutes les chances de ton côté pour réussir. Alors quand tu es amateur aussi, tu fais tout pour réussir, mais t'as pas la pression, t'as pas de... Oui, parce que c'est devenu... il y a moins d'enjeux, d'accord. C'est-à-dire que si tu fais une mauvaise saison, une mauvaise compétition, ça va pas te remettre tout en cause parce que t'as ton travail, tes études, t'as d'autres choses à faire. Quand tu es athlète pro à 100%, t'as le devoir de réussite, mais moi je vois pas de ce côté-là, donc j'ai oublié ce côté-là depuis longtemps. Et depuis justement cette fameuse blessure au pied, j'ai arrêté de penser comme ça et je pense qu'au plaisir. Et du coup, en pensant qu'au plaisir et en trouvant du plaisir justement dans des petits trucs, tu arrives forcément à performer ou trouver une façon de performer. Et du coup, maintenant, si on parlait un peu plus de Valentin Lavillenie, qui est-il à l'entraînement? Comment il aborde l'entraînement? Parce qu'il semble que tu as changé de structure d'entraînement, tu t'entraînes avec un groupe réduit. Peux-tu nous en dire plus? J'ai un mode de fonctionnement assez particulier. Donc déjà, j'ai retrouvé le coach que j'avais quand je suis revenu justement de ma blessure depuis l'été dernier. On est 3 dans le groupe, donc un garçon qui fait 5-10 à la perche, une fille, Margot Chevrier, qui a fait les derniers championnats du monde, championnats d'Europe, etc., donc 4,72 m. Et moi, du coup, on a un coach, sauf que eux, ils sont à Nice et moi, je suis à Toulon. Donc c'est à 1h15, donc c'est pas très loin. Sauf que je fais 80% de mes entraînements tout seul. Seb, notre coach, m'envoie tous les plans, je fais à la lettre ce qu'il dit. Sauf que, il y a toujours des saufs, j'en rajoute parce que je me suis entouré dans mon équipe de kiné, ils ont un prépa physique avec qui je bosse maintenant lundi, mardi, jeudi et vendredi matin au cabinet avec lui. Je fais 1 heure. Le mercredi et le samedi matin, je fais encore une autre heure avec lui. Donc je suis seul, mais j'ai tendance à dire que l'athlétisme, c'est un faux sport individuel. Parce qu'on est peut-être tout seul sur la piste. Mais moi, quand je saute, je sais que j'ai Margot qui est là, j'ai Pierre qui est là, j'ai Seb qui est là, j'ai tout le monde, toute mon équipe et ils sont tous là. Donc voilà, j'ai construit une vraie équipe. Et là, on a fait une réunion il y a 4 jours pour bien caler ça, parce que moi j'avais calé ça tout seul, dans ma tête et tout, je savais comment c'était calé, mais ça peut être difficile de me suivre des fois. Moi je sais où je vais, je sais que je vais me donner tous les jours d'entraînement, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai cette chance, Seb me fait confiance à 100%. Il sait que même s'il n'est pas là, les séances elles seront faites. Donc ça j'ai envie de dire c'est normal, hein. C'est normal, mais moi je sais pourquoi je suis là, donc je sais pourquoi je le fais. Ouais, et puis en plus, on a cette chance aussi, je pense, t'en as conscience, qu'en France, on a cette force d'avoir un vivier de perche qui est assez incroyable. D'ailleurs, c'est un peu la bagarre tous les ans, parce qu'à chaque fois qu'il y a des qualifications à faire, il y a plus de prétendants que de places, alors qu'il y a des disciplines où, au contraire, il y a de la place, mais il n'y a personne pour y aller. Donc c'est un peu... mais ça pousse aussi le niveau, ça pousse à se transcender et à aller chercher, parce que si finalement, il suffisait de passer 5,60 pour être qualifié, ça serait... Ça vous pousserait pas à tous, parce que vous êtes quand même nombreux à chaque fois à pouvoir prétendre. Et puis je sais que c'est un peu aussi une assez grande famille à la perche, qu'il y a beaucoup de regroupements qui se font, c'est quand même assez festif. Et alors moi je veux savoir ton tempérament, là je fais un petit peu un parallèle, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que les meilleurs perchistes sont un peu fous, parce que ça reste une discipline quand même dans l'athlé qui est quand même particulière, parce que... il y a quand même un truc, d'ailleurs je pense aux champions australiens qui avaient vécu des problèmes un petit peu psychologiques. La chute par exemple, tu l'as vécu, il y a tout ce côté mental que même on n'arrive pas forcément à maîtriser.
il y a une sorte de crainte. À un moment donné, vous vous retrouvez aux alentours des 6 mètres, avec le corps complètement à l'envers. Il y a une part intérieure de peur qui peut apparaître chez certains sauteurs. Et donc on dit des fois, faut être un petit peu fou quoi, pour prendre ces risques-là à la perche. Est-ce que toi, c'est un tempérament que tu as ou est-ce que non, justement, c'est parce que tu as confiance à toute la technologie qui est autour de toi, enfin voilà, ton tempérament par rapport à ça? En 2018, quand je tombe avec du tapis, personne pense que je vais revenir pour 2 raisons. Parce que physiquement, ça va être très très dur, voire impossible. Et parce que mentalement, ça va être impossible de revenir après une telle chute. Et dès lors que j'ai eu l'occasion de toucher une perche, j'ai ressauté, j'ai fait directement. Donc cette notion de peur, je ne connais pas grand monde qui ne l'a jamais connue. J'en connais 2, du coup, je me connais moi et mon grand frère. Donc je pense que c'est une notion, on va dire, familiale. Après, tout le monde moi, j'ai eu un petit passage l'année dernière après les Jeux, mais c'était plus... C'était pas de la peur, c'était plus un ras-le-bol général, une fatigue générale mentale parce que j'avais connu beaucoup de choses et je cherchais à me relancer. Donc moi, quand je saute, j'ai confiance en moi. Et puis de toute façon, je me dis que si je tombe, je tombe. Si je me fais mal, je me fais mal. Je me dis que la peur n'évite pas le danger, premièrement. C'est la phrase bête mais réelle. Et je me dis que je préfère me donner à 100%. Et en étant à 100%, en maîtrisant tout, mon corps plus tout ce qu'il y a autour, c'est là où je vais éviter mettre le danger le plus loin possible de moi. Forcément, quand on saute à la perche, pour sauter plus haut, il faut prendre une perche plus dure, il faut s'engager plus. Donc c'est un plus. Donc oui, normalement, on doit attirer plus facilement le danger, on va dire ça comme ça. Mais je pense que quand on fait les choses à fond, le danger, il est là, mais moins présent qu'on a peur. Quand on a peur, on est à reculons, on ne fait pas les choses à 100%. Et c'est là où on va créer du vrai danger. Donc je pense qu'il faut une notion une petite folie, un petit grain de folie. Moi, je pense que je l'ai. J'ai l'impression d'avoir encore 18 ans dans ma tête. Donc ça, c'est nickel. J'essaie de faire attention parce que la vie fait que des fois, il faut faire attention. Je suis papa. J'ai pas envie que mon fils me voie dans l'état où j'étais en 2018. Mais je me dis que c'est pas en étant à 50% c'est en étant à 50% justement qu'il va me voir comme ça. Donc je préfère aller à 100% et voilà, sauter, mettre des étoiles dans les yeux pour les personnes qui le méritent et qui le veulent et pour qui je m'engage. Et d'ailleurs, la perche, il y avait une particularité dans l'engagement et dans l'état d'esprit. C'est une discipline qui nécessite la perche. Quel est ton rapport au matériel, puisque la perche, vous ne faites qu'un finalement pour atteindre vos objectifs. Quel va être ton rapport par rapport aux perches et par rapport à ton matériel en général? Tendance à dire que la perche est un peu le prolongement de notre corps et c'est essentiellement du coup de notre bras vu où on la situe. Moi, toutes mes perches, elles sont à moi et non pas à d'autres personnes qui j'emprunte. Donc c'est vraiment mes perches. C'est un peu gros de dire que c'est mes bébés, mais c'est un petit peu ça. Je connais toutes mes perches, je sais ce que je peux faire avec toutes mes perches ou quasiment. Moi, j'ai beaucoup de perches, je ne peux pas dire le nombre. Parce que... On veut savoir le nombre. Non, j'en ai une quarantaine, on va dire. Ah oui, quand même. Le fait d'avoir beaucoup de perches, ça me permet d'en prêter à certaines personnes. Donc j'ai cette chance de pouvoir prêter et de pouvoir transmettre un petit peu plus. Donc je transmets ma passion. Et parce que tu les connais par cœur finalement. Ah ouais, mes perches, je les connais vraiment par cœur. Mais ce qui est marrant, c'est que même je connais par cœur, mais j'avais quand même une ou deux que je kiffe plus que les autres. Et c'est pas forcément avec celle-là où je peux aller le plus haut, mais j'ai une perche avec laquelle je sais que je fais tous les jours 560, 70 facile. Et je l'adore cette perche. Et je sais pas pourquoi, elle n'a rien de plus que les autres. C'est la même, mais voilà, c'est une de mes perches préférées. Et là, la perche, ça fait partie, donc, comme tu l'as dit, du prolongement de ton corps. Est-ce que tu peux nous parler du reste de ton matériel, de ce qui t'accompagne au quotidien, on va dire ce qu'il y a de présent dans le sac de Valentin Lavillenie? Mes chaussures, mes semelles, un maillot, bon, pas toujours le même, je change régulièrement. J'essaye, parce que sinon c'est pas ouf. Voilà. Mes pointes toujours avec mes Cayena. Toujours, pour moi, je m'en sers surtout pour le transport. L'essentiel de l'utilisation, c'est pour le transport.
1 ou 2 élastiques, mon pistolet de massage, et encore pistolet de massage de moins en moins. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer à toutes ces personnes qui ont déjà entendu parler de Keyena et ou pas forcément, pourquoi tu as accepté en 2021 de rejoindre et de construire la première team d'ambassadeurs de cette jeune start-up? Je crois au projet. Je trouve des fois on a des pots de magnésie liquide. Et ça m'est déjà arrivé d'en percer 1 ou 2. Et sauf que quand tu le perces, bah, ton sac, il est mort. C'est horrible, c'est un magnésie liquide, du coup, elle va partout. Et c'est pas enfin, ça détruit tes affaires. Pareil, quand tu prends des bouteilles d'eau, tu les transperces, etc., c'est pas ouf. Donc pour ça, moi, ça a été ma motivation première. C'était aller là-dedans. Et après, c'est vrai que quand on est en championnat et que tu dois aller, ou même nous, les compètes en salle, où souvent on est dans les gymnases ou un terrain de basket, bah, je mets mes pointes et je peux faire j'ai mes pointes au pied, que j'arrive pas entre 2 sauts, et je peux permettre de faire ma vie normalement. Je mets mes K1 et puis voilà, je vadrouille, donc c'est assez cool. Là, on le voit en plus, là, sur un stade comme ça, bah, une fois que tu sors entre ton échauffement et ta série ou ta course, bah, tu peux aller tranquillement dans les tribunes si tu mets les protections. Donc c'est cool, parce que marcher avec tes pointes, on le connaît tous, hein, marcher sur les talons, c'est le serpent Donc après, quand tu maîtrises, c'est cool, mais bon, tu as mis tes chaussures, donc c'est bête, surtout que de nos jours, les marques partent plus vers les pointes qui ne bougent pas. Les vis qui sont plus des vis comme on connaissait avant, qu'on pouvait changer toutes les 3, 4, 5 compètes. Là, si tu abîmes tes pointes, tu abîmes tes pointes. Tu dois changer et au prix d'une paire de pointes, on change tous les ans parce que c'est cool, parce qu'il y a de nouvelles technologies, parce que tout ça. Mais changer tous les 2 mois, c'est un petit peu... c'est pas cool, quoi. Bon, il y en a, ça leur fait plaisir, hein, je comprends, les magasins, mais je pense que même les magasins, ils préfèrent nous vendre de la qualité, quoi. Ils préfèrent nous voir une fois par an parce que je pense que oui, une fois par an, il faut. Parce que notre pied il change, mais voilà, si on peut éviter de casser le matériel, c'est... Tout à fait. Non, là-dessus, je te rejoins pleinement. Évidemment, nous, chez Iron, on vend tous ces produits-là, mais notre volonté aussi, comme tu le dis, c'est déjà de vendre des produits de qualité et de ne pas faire de surconsommation, en fait, de ne pas favoriser ces choses-là. Et c'est pour ça aussi qu'on a tout de suite accepté de travailler avec Keyena, parce qu'on est convaincu que ces semelles vont donner une plus grande durée de vie aux chaussures des athlètes. Et puis, on sait aussi, alors je ne sais pas si c'est ton cas à la perche, mais moi, j'ai quand même fait une bonne vingtaine d'années de demi-fond, et on a un ressenti, un feeling avec certaines de nos pointes. Moi, je sais qu'il y a certaines pointes qui étaient bien usées et que je voulais pas quitter parce que tu sais que tu as fait ton record avec, ou que tu as fait un peu comme ta perche que tu disais tout à l'heure, quoi. Tu as un peu tes chouchous. Et c'est vrai que des fois, quand on est obligé de changer parce que la paire de pointe est morte, des fois, c'est un peu dur. Je me permets de citer un de tes amis ambassadeurs que l'on avait eu l'occasion de rencontrer il y a quelques temps, donc Pascal Martino-Lagarde, un grand champion lui aussi connu, qui comparait à ces semelles K1 aux écouteurs de son téléphone, que lorsqu'on a un écouteur filaire, on trouve ça normal, mais le jour où on teste du sans fil, on se dit comment j'ai pu attendre et comment j'ai pu vivre avec des écouteurs filaires. Et mes semelles, c'est pareil. Au départ, on se dit est-ce que vraiment je vais en avoir le besoin, mais une fois qu'on les a, on se dit mais comment j'ai pu faire pour vivre sans. C'était exactement ce qu'il nous disait l'année dernière quand on avait eu l'occasion de l'interviewer également, et je trouve que le parallèle était assez sympathique de ce point de vue-là. Je suis d'accord, à 100%. Je me vois plus arriver à la maison et sans mes protections. Maintenant, j'arrive, j'ai plus de soucis, je peux presque balancer mes pointes. Bon, je le fais pas, mais je les pose et je sais que ça craint rien, donc c'est cool. Et puis surtout quand j'arrive, je prépare mon sac, je les balance les pointes dans le sac, ça c'est sûr. Et si je suis à la bourre ou pas, je me dis pas mince, j'ai un truc qui va casser ou autre, donc ça c'est cool. Je vois pas comment on a fait pour vivre sans toi, Coralie. Bah, c'est gentil. Merci beaucoup, Valentin. C'est vrai que nous, donc moi, quand j'ai fondé Keyena et que le produit est sorti, la phrase qu'on m'a le plus dit, c'est comment
c'est possible que ça n'existait pas avant. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous pousse à continuer à faire connaître la K1 et Kayena dans le monde de l'athlétisme et bientôt dans d'autres univers. Mais voilà, moi, bien sûr, je suis ravie, honorée d'avoir eu Valentin Lavillenie en premier ambassadeur de la marque et qui m'aide au-delà de faire connaître le produit. C'est une personne qui va nous donner son retour sur le produit, l'utilisation. On l'a amélioré depuis sa première paire qu'il a cassée. Les premiers prototypes qu'il a eus, il les a cassés en 24 heures. Derrière, on a relancé de la recherche et du développement. Et on est arrivé à un produit aujourd'hui qui est fiable, qui est produit, fabriqué en France, à 30 minutes de Lyon. Et aujourd'hui, voilà, on a un produit qui se vend dans plus de 10 pays en Europe et même aux États-Unis. Donc, merci à toi, Valentin, pour l'accompagnement que tu nous donnes à notre jeune start-up. Et merci d'être là aujourd'hui. Merci aussi JB et merci Iron pour cette mise en avant et pour ce partenariat, ce travail ensemble depuis maintenant bientôt 2 ans. Exactement, tout à fait. Un grand merci aussi, donc en effet, à vous deux. Merci à tous pour votre attention et très bonne après-midi. À tout à l'heure. Valentin, je te laisse terminer cette interview. Merci à toi. Je vais finir simplement. Je vous souhaite tous beaucoup de courage et de prendre beaucoup de plaisir cet après-midi sur les lancers, les sauts et les courses. Et je vais rester un petit moment pour vous regarder, vous encourager. Donc, bon après-midi.